Ravi de vous retrouver. Nous sommes au dernier étage de la Grande Arche de la Défense. Magnifique. Donc, salle d'exposition consacrée à la photographie avec un grand photographe américain qui s'appelle Eugene Richards. Et donc, l'exposition que vous découvrez, entièrement des œuvres en noir et blanc, est consacrée à l'Amérique qui souffre. Venez ici à la Grande Arche découvrir cette exposition. Maintenant, le programme de ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Les sujets sont variés puisque nous parlerons aussi bien de Catherine Ringer, la chanteuse, que de Michel Serres, le philosophe. Nous allons commencer avec vous, ma chère Geneviève Dichand. Vous êtes directrice du théâtre de Montansier, donc à Versailles. Et nous sommes face à vous dans une double actualité parce que cette ville de Versailles fête ce théâtre historique et en même temps, c'est l'occasion d'une programmation formidable. Alors d'abord, est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de votre théâtre qui est assez exceptionnel en France ? Théâtre construit en 1777 par Marguerite Brunet, exactement à la frontière entre le château et la ville. Théâtre de ville dès l'origine, puisque ses portes donnent sur la rue des Réservoirs, mais théâtre qui accueille la cour, puisque notre accès décor donne sur le bassin de Neptune. Donc un endroit absolument extraordinaire et historique. Voilà, absolument. Endroit historique, premier théâtre circulaire en France, dit premier théâtre à l'italienne, et qui finalement reste dans son jus, dans sa décoration et dans ses couleurs bleues et or. Et l'ensemble de la ville fête justement cet anniversaire que vous caractérisez. Et avec quelle programmation pour 2017-2018 donc ? Alors, on fête là l'anniversaire avec un spectacle à la manière du 18e, théâtre déséquipé, utilisation des dessous, présentation d'un spectacle par la Compagnie des Lunésiens, avec musiciens sur instruments anciens, qui racontent l'opposition entre la comédie française, l'opéra contre le théâtre de la Foire. Mais aujourd'hui, le théâtre Montansier est un théâtre en délégation de service public, et nous sommes un lieu de création et de coproduction, avec des artistes repérés et des talents émergents. Donc on soutient en même temps Alain Françon pour la création du Mois à la campagne, mais aussi Sarah Lorca pour la création des Bacchantes. On a accompagné Emmanuel Noblet pour Réparer les vivants, Guillaume Sévrac-Schmitz pour Richard II. On est vraiment un lieu aujourd'hui de création. Ce qui est important pour un théâtre qui justement a cet aspect historique. Est-ce que je peux vous poser une question qui va vous paraître assez bizarre ? Est-ce que, par exemple, des pièces de Molière ont été données dans ce théâtre ? Non, parce que Molière, c'est le siècle précédent. Mais je sais, mais après... Ah oui, on joue des pièces de Molière, mais quand on joue des pièces de Molière, on se donne vraiment le pari de faire appel à des grands metteurs en scène. Donc on a créé le Misanthrope, mise en scène par Michel Faux. On a créé l'Avare, mise en scène par Jean-Louis Martinelli. Les Femmes savantes, mise en scène par Catherine Niégel. Donc il y a une sorte de balance, c'était le sens de ma question, justement, entre l'aspect patrimonial et l'aspect création contemporaine. Un écrin incroyable, où finalement le contemporain et le classique sont mis en valeur. Mais l'objectif, c'est d'être aujourd'hui dans la création contemporaine, quels que soient les textes choisis. Merci mille fois. Nous allons tous aller à ce théâtre. Donc, à proximité donc, du château de Versailles, nous étions avec Geneviève Dichand. Merci Geneviève d'être venue nous voir. Dans un tout autre lieu, puisque c'est la modernité de l'Arche de la Défense. Voici le sommaire, voici cette nouvelle émission de 300 millions de critiques. Bienvenue à vous. Dans C'était mieux avant, Michel Serres s'emporte avec intelligence contre ceux qu'il appelle les grands papas ronchons. Nous parlerons de son livre. Le nouvel album de Catherine Ringer, Chronique et Fantaisie, prouve qu'elle n'a rien perdu de son humour et de son originalité. L'équipe l'a écouté avec plaisir. Et nous irons aussi en Belgique, où le musée d'Issel consacre une rétrospective au photographe Robert Doisneau. Du baiser de l'hôtel de ville aux œuvres moins connues, nous l'évoquerons dans 300 millions de critiques. Le Zap Culture nous fera voyager dans la francophonie qui crée et vous allez découvrir notre nouvelle fenêtre qui vous offrira désormais une vue sur le web. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, encore une fois, bienvenue à vous tous et nous avons le grand plaisir d'accueillir pour la première fois donc ma chère consoeur Laura Telucci. Laura, bonjour. Bonjour. Vous travaillez évidemment sur Télématin depuis des années, donc on vous voit sur TV5 Monde. Et nous allons vous retrouver dans tous les numéros de 300 millions de critiques pour parler de l'actualité du web. Et nous sommes ravis de vous accueillir. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez, qui est un peu la réincarnation de Marguerite Yourcenar. C'est Alain Gerlache, qui représente donc la RTBF et qui est l'un de nos chroniqueurs les plus pointus et qui ne vit pas dans une île perdue, comme c'était le cas de Marguerite. À ses côtés, elle est la réincarnation, ou plutôt l'image vivante de la coiffure de Donald Trump, sauf qu'elle est un petit peu agitée. Mais en fait, derrière cette coiffure particulière qui pourrait vous rappeler les plus grandes actrices, eh bien, se trouve une sorte de Simone de Beauvoir. C'est Estelle Martin pour TV5 Monde. Et nous sommes ravis, ma chère Estelle, de vous accueillir. Vous m'avez l'air en pleine forme. Oui, vous m'avez l'air un petit peu taquin. Claudia La Rochelle de Radio-Canada, la traversée atlantique, elle est là. Et donc, Michel Siruti, il a pris sa voiture, il est venu puisqu'il vient de la radio-télévision suisse et qu'il vit souvent
en Bourgogne, le Petit Vénard. Le premier sujet, nous allons réfléchir. Et il y a 5 ans, le philosophe épistémologue, spécialiste de l'histoire des sciences et académicien Michel Serres publiait un petit livre qui s'appelle Petite Poussette et qui a été un best-seller extraordinaire dans lequel il évoquait le futur et surtout le présent d'une humanité en pleine mutation numérique. C'était mieux avant, c'est la suite, est une sorte de coup de gueule contre ceux que ce jeune homme de 89 ans appelle les grands papas ronchons qui, à longueur de journée, à longueur d'année, vous répètent « c'était mieux avant ». Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouveau livre donc de Michel Serres, ce personnage donc originaire du Sud-Ouest? Je ne sais pas qui veut se lancer. Allez Marguerite, c'est à vous. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Oui, j'ai pas réalisé tout de suite, hein, mais donc, voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un peu une conversation avec son grand-père. On dit qu'il y a des conflits de génération avec les parents, mais avec les grands-parents, ça se passe en général bien. C'est un peu une conversation avec un grand-père. Et le grand-père relativise un peu les conflits qu'on peut avoir avec ses propres parents. Oui, non, mais relativise tout ça, c'est pas très grave. Et finalement, c'est un peu ça. C'est un peu quelqu'un qui, vu son grand âge, comme vous l'avez dit, nous dit, dans une perspective historique, on peut s'apercevoir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la décadence absolue. Le monde a été plus mal. La guerre, il n'y a pas eu. Michel Serres a quand même connu la Seconde Guerre mondiale. Et on se souvient d'ailleurs que récemment, il était parti en guerre, c'est le cas de le dire, contre l'expression en matière de terrorisme d'une partie de la classe politique, et notamment de Manuel Valls, qui disait « ça y est, on est en état de guerre, on est en guerre ». Michel Serres disait non. L'attentat de Nice, c'est atroce, mais c'est pas Verdun et c'est pas non plus le bilan des 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un personnage intéressant et donc il vous a convaincu. Il m'a convaincu parce que à la fois c'est étayé, sans être vraiment scientifique, et puis il y a un souffle d'optimisme aussi, et qui aboutit à ce qu'on se dit, mais dans le fond, plutôt que de se lamenter sur l'état du monde aujourd'hui, et sur le futur qui menace, prenons notre sort en main. Il y a quelque part un appel à essayer de ne pas tomber dans le fatalisme. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez, Estelle? Oui, il fait un peu partie des vieux sages. Je pense à Edgar Morin, à Feu Stéphane Hessel. C'est l'ancienne génération qui nous dit attendez, ne dites pas avant c'était mieux. Parce que c'est vrai que c'est un refrain qui revient très souvent. Alors, il accuse les médias. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que les médias qui disent que tout était mieux avant. Il a beaucoup travaillé à France Info. Voilà. Et toujours, il a une chronique sur France Info. Le sens de l'info. Exactement. Donc, où il a parlé de tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est plein de bon sens. Alors après, on peut aussi se dire que tout est relatif. Effectivement, pour les Syriens, effectivement, pour tous les migrants africains, c'était peut-être mieux avant. En tout cas, c'est pas mieux aujourd'hui. Alors qu'en Europe, on vit une époque privilégiée, même si le terrorisme, il le dit. C'est vrai que ça peut peut-être choquer ceux qui ont été victimes de terrorisme. Et nous, on a été choqués parce qu'on pensait plus peut-être être victimes de cette violence. Mais pourquoi? Parce qu'on a été habitués, enfin moi, en tout cas ma génération, a été habituée à vivre dans un monde de paix. Donc je pense qu'il a raison de nous rappeler, et juste pour l'anecdote, parce que c'est drôle, c'est quand il parle de la nourriture, le bon vieux jambon fait dans la cave, qui est plein de verre, d'un coup on se dit c'était peut-être pas mieux avant en fait. Et puis il a attrapé la fièvre afteuse quand même, donc on se dit oui, finalement il y a quand même eu des progrès, on peut s'en féliciter. L'hygiène, c'est très drôle. Est-ce que vous avez lu ça avec le même intérêt, Claudia? Oui, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand des auteurs partent de l'intime pour aller dans l'universel. Et je pense qu'il réussit très, très bien à dégager cette pensée-là, à faire ça. On y croit, on adhère, en tout cas pour ma part. En plus, j'ai beaucoup ri. Justement, tous les passages liés à l'hygiène. Il a raison aussi sur les passages liés au féminisme. Il donne l'exemple de Marie Curie. Puis c'est drôle parce que je venais de terminer Marie Curie prend un amant de Irène Frein. Alors, où il était question, effectivement, de la façon dont elle a été ostracisée parce qu'elle avait des amants, ou un amant du moins, juste un quand même. Hein? Non, mais tu sais. Alors, je dois dire que j'ai trouvé ça... Il y a prescription. Oui, bon, c'est ça. J'ai trouvé ça très, 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 très émouvant aussi par moments, quand il revient sur son vécu à lui. Et nous, on le vit. C'est sûr que nous, au Québec, on a moins d'histoire que vous. Hein? Il y a quand même il y a des différences assez majeures à ce niveau-là. Par contre, on l'entend de la part de d'autres générations. Je pense aux baby boomers. Hein? C'est ceux qui sont nés en 1946-1964. Et puis la génération silencieuse, ça, c'est mes grands-parents. Et parfois, j'ai entendu
des gens dire bah, c'était mieux avant. Bah, Guillaume, il n'arrête pas de nous dire que c'était mieux avant la musique. Vous savez quoi? Ça, il nous le dit à chaque émission. Vous savez, Il a raison. mais pour le sens de la fête, je pense que c'était mieux avant. Ça, je suis sûre. On pouvait faire la fête sans se faire taper sur la tête parce qu'on Ça, c'est le passage du sida. On pouvait faire ce qu'on voulait un Ouais. peu. Mais bon. Le sida a joué un rôle. Michel, est-ce que vous avez la même lecture? Oui, alors moi je vais faire un peu l'intello ronchon, on va dire ça comme ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et je pense que ce bouquin de Michel Serres, il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme étant un souffle d'optimisme. Maintenant, si on commence un tout petit peu à vouloir décortiquer le bouquin comme on pourrait le faire avec ses autres écrits, et j'ai infiniment de respect pour Michel Serres, pour tout ce qu'il a pu écrire auparavant, si on commence à lire son livre avec un regard critique, ça devient... En tout cas, pour moi, un petit peu plus compliqué parce que je trouve qu'il mélange plusieurs choses. Il mélange un côté, on va dire, tangible et intangible. C'est-à-dire, le tangible, c'est tout ce que vous disiez. C'est-à-dire, avec évidemment les progrès techniques, technologiques, médicaux, scientifiques. Il n'y a pas photo. C'est mieux aujourd'hui qu'avant. Y compris le pouvoir d'achat. Dans un contexte où, effectivement, bizarre, vous avez les inégalités qui progressent, mais le pouvoir d'achat aussi. Absolument. On est bien d'accord avec ça. Donc, oui. En revanche, je trouve que le bouquin est un peu ethnocentré, on en parlait, c'est-à-dire que oui, en France ou en Europe occidentale, manifestement, aujourd'hui, on est tous d'accord, ça va mieux aujourd'hui que ça n'était le cas dans la Deuxième Guerre mondiale, d'un point de vue global. Mais si vous parlez de la RDC, de la Syrie, du Yémen, de l'Irak, de l'Afghanistan et j'en passe, je ne suis pas certain qu'ils aient du tout la même lecture du monde que celle qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Et puis, il y a une chose aussi... quand je parlais de tangible et intangible, c'est-à-dire que j'ai l'impression que... Alors, oui, les faits concrets, alors évidemment, ça évolue de manière positive. Mais par contre, il associe souvent des idées à ça. Et là, c'est là que je suis un tout petit peu moins convaincu. C'est-à-dire, quand il dit aujourd'hui, on a quand même l'impression... Enfin, pas l'impression, il affirme qu'il y a moins de racisme aujourd'hui. Je n'ai pas tout à fait cette lecture-là du monde. Moi, en tout cas, alors à ma modeste expérience, je n'ai pas l'impression aujourd'hui, en 2017, qu'on soit moins... raciste qu'en 1980 oui, ou qu'en 1900. Souvenez-vous de l'affaire Dreyfus, hein. La France était divisée, c'était d'une violence extrême. Oui. Alors, à cette époque-là, oui, mais depuis, je ne sais pas, depuis les années 50, 60... Il y a 70 ans, les Espagnols et les Italiens étaient victimes de racisme en Belgique. Rital. Oui, Oui, ça existe. Les macaronis. Ouais. Oui, bon, enfin, je ne sais pas. C'est un sentiment que vous avez sur son sentiment. Ouais, moi, l'aspect idéologique, je suis un petit peu moins... Enfin, je ne partage pas véritablement son enthousiasme, mais en même temps, voilà, c'est là où ça devient un peu compliqué à expliquer. C'est-à-dire que je pense qu'un bouquin comme le sien est nécessaire parce que l'optimisme entretient l'optimisme. C'est-à-dire que si on a une pensée positive, on a une pensée optimiste, eh ben, on va influencer tout le monde de cette manière-là. Un peu comme George Soros, quand il achète de l'or, il dit... Le cours de l'or augmente. Bah oui, évidemment, parce qu'il a un tel poids sur le marché que finalement, à lui seul, il faut augmenter le cours de l'or. Donc, évidemment, ça marche facilement. C'est très accessible aussi. Il n'y a, Alors, pas une pensée qui n'est pas hermétique, sa façon d'entrevoir. Et pourtant, vous savez un que monde. son histoire des sciences, qu'il a publié en plusieurs volumes, plus s'appelle aride. Hermès. Donc hermétique, Hermès aussi. Donc c'est le nom du... Non, mais c'est vrai qu'après, si on pense à la colonisation, voilà, il y a quand même beaucoup d'avancées. On peut se dire qu'aujourd'hui, c'était quand même mieux qu'avant. L'apartheid, on voit qu'on a évolué, qu'on avance. Et il y a Steven Pinker, moi, ça m'a fait penser à ce livre-là, qui a un essai beaucoup plus conséquent de votre compatriote, où il parlait de la part d'ange qu'il y a en nous, qui a été... On en a beaucoup parlé cet été, parce qu'il était enfin traduit de l'anglais au français, où lui, il fait une étude quand même extrêmement, alors là, plutôt plus scientifique, en montrant comment l'humanité, quand même, va vers moins de violence, parce qu'il y a des États centralisés, parce qu'il y a le commerce, parce que... Oui, mais c'est une évidence, mais parfois, il est peut-être bon de le rappeler que oui, maintenant, alors, c'est quand même, on a chiffres, quand même beaucoup évolué, Dieu merci. Au niveau des chiffres, j'ai regardé ça aussi, on est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est à 25 millions de morts dans les conflits armés aujourd'hui. Alors c'est évidemment nettement moins que ce qu'on a pu connaître. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions. On est bien d'accord. C'est pas non plus négligeable quand même, mais effectivement, c'est moins pire. La seule chose que je voulais dire encore par rapport à ça, il y a une chose qui n'est pas abordée dans le livre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la qualité de l'aujourd'hui, elle se perçoit aussi par rapport à ce qu'on peut imaginer de demain. Je crois que les deux vont ensemble. Ça, on ne l'aborde pas du tout dans le livre. Et si on est déstressé, si on est parfaitement serein par rapport à ce qui va se passer demain, évidemment que la qualité de l'aujourd'hui, elle va être saisie, elle va être appréhendée, elle va être vécue de manière beaucoup plus légère. Or, aujourd'hui, il me semble, mais encore une fois, ça c'est totalement subjectif, j'ai l'impression que le demain qu'on nous réserve ou le demain auquel on est mais c'est qui ce on nous réserve? Nous, la société, le monde, oui, le monde. Dans Petite Poussette, il le faisait. Même là, la Petite Poussette, il n'arrête pas de rappeler qu'en fait, on pensait que la nouvelle génération, elle allait être égoïste, repliée sur elle-même. Et en fait, on voit aussi qu'il y a quand même cette volonté d'une société plus égalitaire, de partage, d'éco. Un peu, alors peut-être c'est peut-être plutôt pour les Européens, mais pas seulement. En Afrique aussi, ça joue beaucoup là-dessus, sur le partage.
Moi, j'ai l'impression tout simplement que, déjà, il y a beaucoup de gens qui se désespèrent de la disparition des idéologies. Donc, forcément, il y a une nostalgie des deux côtés de l'échiquier politique du monde d'avant, parce que ce monde est en train de disparaître derrière un pragmatisme mondial, point numéro 1. Point numéro 2, d'un point de vue économique, c'est vrai qu'on est tous devenus des schumpeteriens, c'est-à-dire qu'il y a des tas de mondes qui disparaissent avec l'arrivée du numérique et des algorithmes. Donc, on a la nostalgie de ce qui n'existera plus. Il n'y aura plus de radiologues dans 10 ans, puisque finalement, les robots feront ça beaucoup mieux que les médecins. Donc, tous ceux qui sont touchés par ça considèrent que c'était peut-être mieux avant. Maintenant, racontons une histoire personnelle. Mon grand-père, Frédéric Luce, il a donc fait 3 ans de service militaire avant la guerre de 14. Il avait 18 ans. Après, il a passé 4 ans dans les tranchées. Donc, il a fait 3 plus 4, 7 ans de guerre. Il a réchappé à la guerre, ce qui est incroyable. Juste après la guerre, il était architecte, il s'est tapé la crise de 29, donc il n'a pas travaillé. Et après la crise de 29, il s'est tapé la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait de 18 à 60 ans sa vie, ce cher Fred, si tu nous regardes de là-haut, a été une lutte absolument phénoménale. Donc c'est la même génération que Michel Serres. Absolument. Donc il est évident que, de leur point de vue, qui est le point de vue aussi d'un type gay, populaire, comme vous dites, parce que c'est un grand amateur de rugby, les souffrances qui sont les nôtres, c'est une plaisanterie par rapport aux plaisanteries de Fred, mon grand-père, même s'il y a évidemment énormément d'interrogations. Sur ce, je me tais. Oui, mais c'est effectivement bon de le rappeler. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'Edgar Morin, qu'on a besoin de Michel Serres pour nous rappeler ces évidences. Ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Oui, mais en même temps, il faut une espèce d'optimisme et de la volonté. Alors, c'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. J'en suis intimement persuadée. Et vous évoquez la révolution numérique. C'est vrai que ça va entraîner, et ça entraîne déjà la mutation de toute la société dans nos vies personnelles. Aussi. Exactement. Et donc, on ne peut pas aller contre. Donc, il faut accepter d'aller dans le mouvement. Il faut l'accepter, le prendre en charge. Et c'est un peu ce qu'il nous dit alors qu'il a 89 ans. Il dit, ça ne sert à rien de lutter contre cette nouvelle révolution. Et je trouve que c'est bien qu'un homme de cet âge-là nous rappelle. Vous qui intervenez pour la première fois dans cette émission, nous sommes ravis de vous accueillir, je le dis. Donc, je répète que Laura, vous le savez tous, que vous la voyez dans Télématin. Maintenant, on va travailler avec nous dans 300 millions de critiques pour parler du web. Et donc, est-ce qu'on parle du web, de cette conversation et de Michel Serres en particulier? On parle de Michel Serres, mais on parle du C'était mieux avant. Alors, vous le disiez, C'était mieux avant dans le livre, on revient 90 ans en arrière. Mais qu'est-ce que pensent finalement ceux qui ont 40 ans aujourd'hui? Il y a un excellent média qui s'appelle Brut, 100% digital, 100% vidéo. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, qui a relayé une vidéo qui s'appelle C'était mieux avant, qui a été faite par un essayiste suédois libéral qui s'appelle Johan Norberg, et qui lui revient juste sur les 25 dernières années. Donc, il y avait déjà le début d'Internet, les prémices, et il dit, mais regardez, c'était pas mieux avant. L'illettrisme, on a diminué de moitié en 25 ans, la malnutrition de 40%. Et puis, il y a les blogueurs, ceux qui ont aujourd'hui à peine 30 ans. Cyprien, 11 millions de personnes qui suivent ce youtubeur et qui lui aussi a fait sa vidéo en disant c'était mieux avant, mais en pensant évidemment que c'est mieux maintenant. Donc je trouve que ce livre est assez positif et on devrait le donner. En plus, il est fin, il est petit. Ah oui. Je pense qu'il ne fait pas peur à nos adolescents. On n'arrive pas avec le gros pavé. Ça fait du bien de faire lire ce livre à d'autres générations. Et sur Internet, on ne pense pas du tout que c'était mieux avant. Et on pense que justement, il ne faut pas avoir peur du numérique. Voilà, il faut dire que Michel Serres a eu cet avantage considérable, comme c'était assez rare à l'époque. C'est une génération qui a justement plus de 80 ans. Et la présence de ces gens-là dans les médias, ça ne se faisait pas du tout. C'est-à-dire que les gens de l'école pratique des hautes études, les grands historiens, Claude Lévi-Strauss, par exemple, donc là, c'est pas du tout les historiens, mais ce sont les gens qui ont fait des recherches fantastiques. Leur rapport avec les médias, ils allaient de temps en temps chez Pivot, mais ils n'avaient pas ce rapport quotidien que Michel Serres. Et il a été l'un des premiers, parce que maintenant, on retrouve Raphaël Enthoven, des tas de gens, ou des jeunes philosophes sur Arte. Lui, il a été le premier à initier justement le lien qui pouvait exister entre l'université la plus sophistiquée et la réflexion pour le plus grand nombre que vous venez de rappeler. On sent qu'il aime les gens. On sent qu'il aime oui, les c'est gens. un gars du Sud-Ouest. Voilà. Il aime le rugby, il aime... Il rit de lui-même aussi. Voilà, je trouve que c'est important de l'évoquer. Deuxième sujet, 300 millions de critiques, le second album donc de Catherine Ringer, depuis la mort de Fred Chichin, il y a 10 ans déjà. Son titre, Chronique et fantaisie, prouve encore une fois qu'elle n'a rien perdu de son humour. Et sa fantaisie, justement, preuve en est ce premier extrait qui s'appelle « Senior ».
Senior, j'adore. J'adore. Voilà, Chronique et Fantaisie, album de Catherine Ringer. Ça vous a plu? Alain Gerlache? Non. Marguerite? Oui. À vous, Marguerite. Pas trop. Pourquoi? J'étais un peu déçu. Je suis sans doute un nostalgique d'Erita Mitsuko. J'ai trouvé que l'album démarrait un peu mal avec une reprise d'Idées noires, ce morceau cultissime de Bernard Lavilliers avec Nicoletta. Et je trouve que quand on démarre un album avec une reprise, il faut au moins qu'elle puisse faire un peu concurrence à l'original. Et je l'ai trouvé très en deçà. Je n'ai pas été convaincu par les textes, la musique. J'ai trouvé que tout ça était un peu... Il n'aime pas. Bref, ça m'a... Non, mais attends. Ça m'a pas trop... Voilà, ça m'a pas trop plu. Si je comprends, tu n'aimes pas le début, Non. ni les textes, ni la musique. Non. Est-ce que la pochette est à votre goût? J'aime pas trop la pochette. J'ai pas accroché, mais je pensais que vous alliez donner la parole à quelqu'un qui allait en dire du bien et que j'avais pu mettre un bémol. Désolé, ça démarre comme l'album, de façon un peu faiblarde, sans doute. Dur. Alors, Moi, je suis une moi aussi, j'adore l'Erita Mitsuko. Vraiment, comme vous tous, j'ai dansé sur Marcia Baila et sur vous les avez autres. des vidéos? Non, oh, Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime avec Catherine Ringer, c'est qu'elle a aussi envie de nous faire danser. Vraiment, c'est une bête de scène. Et là, non. Alors, pour revenir à cette... Une voix, surtout. Une voix. Et aussi une présence scénique que j'aime beaucoup, vraiment. Et là, ce qui est beau dans cet album, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu l'album presque de la Renaissance. On sent qu'elle a fait le deuil. Il intervient 10 ans après la mort de Fred Chichin, qui était donc son compagnon à la ville et sur scène, et le père de ses enfants. Et moi, la chanson préférée, c'est quand même Tristessa. C'est quand même une chanson qu'elle a faite pour et sur Fred Chichin, où les violons se mêlent à la guitare, où il y a une tristesse, effectivement, mais il y a quand même une sorte de renaissance. On sent que, voilà, elle s'est apaisée, c'est compliqué. Il y a tout le monde reprend cette parole, mais je trouve qu'elle est très belle. Méchamment, le temps nous sépare, mais répare aussi ma vie. On sent qu'elle arrive à un tournant, puis elle s'amuse avec Senior, j'adore. Moi, je trouve qu'au niveau des textes, je trouve très dur, parce que je trouve que c'est Senior, elle est bien. Elle est bien, on a envie, voilà. Après, ça mêle effectivement différents thèmes. Alors, c'est peut-être ça, c'est un peu trop hétéroclite pour vous. Je trouve qu'il y a quelque chose voilà. Alors, chacun donne son point de vue. Michel, non, mais rapidement comme ça, il faut juste comprendre qu'en réalité, avant les émissions avec Alain, on s'échange qui dira du mal du sujet. Cette fois-ci, c'est Alain. Donc c'est tombé sur lui, après ce sera moi peut-être. Enfin voilà, bref, c'est normal, il en faut un comme ça. Ringer, donc. Vous en pensez quoi? Bon, Moi, non, mais allez-y avec le mauvais. Moi, je vais y aller avec le... moi, je trouve que l'album est plutôt sympa. Ouais, pourquoi? Parce que peut-être c'est effectivement l'album qui se rapproche le plus de ce qu'elle a pu faire en tant que Rita Mitsuko par le passé, véritablement. Je trouve qu'il y a une sorte de légèreté, il y a une certaine grâce. Ça nous renvoie aussi à des univers qu'on a pu connaître. L'album est plutôt réussi. C'est pas non plus un summum, on va dire, de créativité et d'invention, mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Et puis il y a des petites perles dans cet album. Il y a par exemple un titre, moi, qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai écouté 2 fois parce que j'ai pas cru ce que j'entendais la première fois. C'est Petite Planète, une sorte de valse musette yodel sur un fond de musique concrète contemporaine. Faut oser. Mais en même temps, c'est totalement Catherine Ringer, c'est-à-dire qu'on fait tous entrechoquer du rock, des musiques sud-américaine, un peu de chansons réalistes françaises, et puis on mélange tout ça. Puis il y a cette forte présence au niveau de la voix qui est toujours là sur cet album aussi, puis qui fait qu'elle nous prend, qu'on l'écoute. Ça m'a rappelé le précédent disque qu'elle a fait, non pas en solo, mais qu'elle a fait avec avec les deux de Gotham Project, Eduardo Makarov et puis Christophe Muller, le Suisse en l'occurrence. Et ce que je n'avais pas compris, parce qu'elle fait Marcia Baila, par exemple, en référence à Marcia Moreto, la chorégraphe argentine, donc on a l'impression qu'on est un peu dans un univers naturellement hispanisant. Elle parle pas espagnol. Mais elle a fait tout le disque précédent avec Gotham Project en espagnol. Et elle a l'oreille, elle dit oui, j'ai l'oreille. Donc moi, je ne savais pas, j'écoute le disque, on se dit, mais elle parle espagnol, cette fille. Et elle a le fille. sens du tragique. Moi, je l'avais vue en spectacle, c'était incroyable. Quand je dis qu'elle a une présence scénique, quand elle reprenait, là, on avait vraiment l'impression d'avoir une tanguera. Elle est drama, elle vit sur scène, elle vous embarque, elle vous emporte. Mais parce qu'elle a fait du théâtre. Elle a fait du théâtre aussi. Elle est multitâche, cette femme-là.
Et moi, j'aime bien ce côté un peu déjanté, un peu déglingué, un peu hors marge, enfin hors cadre, justement, qui va dans les marges de cet artiste et qu'on retrouve dans cet album. Voilà. Claudia. Moi, je l'ai vu en 2008 au Métropolis. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je me souviens plus si Fred Chichin était décédé ou venait juste de mourir ou était sur le point de... Mais je me souviens que le Métropolis, c'était la folie à l'intérieur. Elle nous avait gagné dès la première chanson et ça m'a marqué, ce spectacle-là. C'est dans mes spectacles à vie parmi les plus marquants et les plus beaux. Ah, absolument. Et j'ai adoré Catherine Ringer. En plus, ce que j'aime chez Catherine Ringer, dans cet album-là, c'est que c'est comme une ode à la vieillesse aussi, au temps qui passe. Elle est souveraine. Elle a pris de l'âge, elle assume son âge, elle assume son féminin, sa féminité aussi, à travers le passage des années. Elle parle des hommes, elle parle de l'amour. Il y a quelque chose de très, très touchant. Ouais, mais ça, vous pouvez pas le comprendre dans votre chair, Claudia, le passage de l'âge. Il y a quelque chose... Non, elle est trop jeune, je peux un peu, quand même. Je m'en vais vers ça et j'assume de plus en plus. Mais je pense qu'elle est dans quelque chose d'un renouveau, comme vous dites, là, Estelle. Et c'est bien dit, c'est vrai. Et c'est tout à fait charmant, tout à fait touchant. Et ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd notre... permettez-moi l'expression, notre drive, notre sex appeal, notre énergie. Je suis tout à fait et d'accord. elle le montre bien. Je suis vraiment sous le charme de Et surtout, il y a une chose qui est assez marquante dans l'album, c'est qu'on se dit, contrairement à d'autres, que c'est un album qui appelle la scène, c'est-à-dire qu'on a envie de la voir, parce qu'elle est portée quand même par une voix qui existe. Je suis d'accord. Que la formation derrière elle d'un orchestre ou d'un band qui tiendrait le coup permettrait de propulser la voix et de mélanger à la fois ce qu'elle a fabriqué avec Chichin et ce qu'elle peut faire aujourd'hui avec des univers très différents, l'électro, la pop. Et là, au moins, il y a une présence considérable. J'essaie de vous convaincre. Mais je suis prêt à essayer ce que ça donnerait en concert. Je suis assez sensible à cet argument. Moi, j'ai trouvé que Vous allez pas je n'ai retourner pas votre veste senti comme ce ça, quand même. souffle qu'on pourrait éventuellement sentir en concert. Et je maintiens mon point de vue. Je trouve qu'à côté de Bernard Lavillier, son interprétation d'Idées Noires Oui, mais n'est ça, pas à c'est- la voilà. hauteur Que de ça celle sur de Nicoletta. l'album. Je suis Oui, désolé. Il y a d'autres titres, alors. Après, il y a des... Tiens, qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Très bon accueil sur les réseaux sociaux. En fait, les réactions sont plutôt positives et surtout, on reconnaît que c'est un album qui se rapproche de ce que vous disiez d'Erita Mitsuko et ça fait plaisir. Donc tous ces fans disent ah, ça y est, on la retrouve enfin. Elle a son compte, on peut la suivre. Elle est senior, mais elle est sur les réseaux sociaux et elle a son compte officiel, s'il vous plaît, Facebook. Pour l'instant, il n'y a que 72 000 personnes qui la suivent. Mais après la diffusion de cette émission, il y aura forcément les 300 millions de personnes qui nous suivent, qui la suivront désormais. Et c'est l'occasion de vous parler d'un site qui s'appelle My Cover Music. On parlait de reprises. J'ai compris que vous n'aviez pas aimé celle d'Idées Noires, mais si vous voulez voir de bonnes reprises d'Erita Mitsuko, vous allez sur ce site mycovermusic.com, vous rentrez le nom de l'artiste que vous aimez et vous avez toutes les reprises Ça, c'est qui sont incroyable, c'est faites. génial, et ça, ça. c'est absolument génial. C'est plus ou moins professionnel, tout le monde s'y essaye, tout le monde peut poster sa vidéo. Et notamment le duo Wink Wink qui a repris Les histoires d'amour finissent mal. Je vous le recommande. Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Nicolas, celui-là, ne le savait pas. Voilà, Erita Mitsuko, donc avec Mondino à la réalisation des clips, ça a été un tube absolument extraordinaire. Ça a un peu bouleversé cette idée qu'en France, il n'y avait pas de rock en dehors de Téléphone et d'Indochine. Erita Mitsuko ont joué un rôle considérable. Puis il avait un look, Fred Chichin. Il avait ce côté Keith Richards, cette espèce d'élégance, la petite moustache. Enfin, c'était Un à la petit fois côté Keith- Mick de Ville aussi. Comment? Absolument, Oui. absolument. Et encore une fois, aujourd'hui, les enfants qui ont envie de danser réécoutent souvent les titres de Erita Mitsuko. Et il y a les enfants d'Erita Mitsuko, c'est un peu les mini Erita Mitsuko. D'ailleurs, ils l'assument, hein, c'est-à-dire Raoul et Simone. Déjà, appeler ses enfants Raoul et Simone, moi je dis bravo Catherine et Fred. Et donc voilà, et donc ils ont le groupe Minuit. Et c'est étonnant parce que lui, il ressemble à son père, elle peu ressemble pareil, tellement à sa mère. Et ils sont vraiment dans cette lignée-là. C'est Donc, magnifique. et d'ailleurs, le Raoul joue Il joue souvent avec avec Catherine Ringer. Catherine Ringer. Ça va Donc Voilà, je c'est suis une sûr qu'on va la découverte. retrouver sur scène dans peu de temps. On va la Et retrouver Estelle sur scène. m'emmènera la voir. Comment? Et Estelle avec m'emmènera la Claudia. voir. Ah oui, cette idée que Marguerite Yourcenar et Simone de Beauvoir vont aller à un concert
Donc, de Catherine Ringer, ça va être magnifique. Nous vous enverrons en délégation avec une pancarte, 300 millions de critiques derrière Catherine. Nous allons parler maintenant d'un nouveau sujet, mais juste auparavant, c'est le moment traditionnel de ce tour du monde de l'actualité francophone qui bouge et qui crée. Et donc, c'est le Zap Culture que voici. Un Olympia plein à craquer, 2000 personnes qui découvrent de jeunes artistes aguerris par de longs mois passés à chanter dans le métro. À Madagascar, la plupart des gens pensent que la femme c'est un meuble fragile. Il n'y a rien que la femme ne puisse faire. Les arrivées de Chine un matin. Coucou, le revoilà. Je vous entends parler et j'en ai dans son pied et musique aux oreilles. L'état de la langue française ici, c'est pas mal bon. J'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire Le français. Des mots qui, sur la fin de sa vie, vont très souvent revenir dans l'œuvre de Rémy Tsog. À Moutier, le chapitre intitulé « Voyer » propose aux visiteurs de remettre en question sa façon de percevoir les lignes, les formes ou les couleurs. C'est un art nouveau, l'art de la lumière, mais on a la chance d'avoir énormément de créativité, d'écoles de design en Suisse romande. Il fallait créer un festival pour ces jeunes, leur donner une nouvelle chance. Avec 400 000 vues, Bouli Lanners a fait le buzz. Il n'a rien à envier aux militants de base. Il fait son taf, il vulgarise des matières à première vue indigestes. Ines 7, c'est le top sur l'échelle internationale des événements nucléaires. En gros, c'est vraiment la merde. Voilà, je navigue entre cette violence, mais aussi cette beauté, cette dignité, cette humanité, cette féminité. Restent ces costumes de scène religieusement gardés par les ateliers de la Scala. Le théâtre milanais Auditon, le fantôme de Maria Callas, continue d'occuper la scène. Voilà, c'était mieux avant. Nous allons maintenant partir en Belgique, le musée d'Ixelles, comme vous aimez ce musée. Consacre une rétrospective au photographe Robert Doisneau, le célèbre baiser. Nous parlerons justement de Doisneau, de sa carrière après ce sujet de la RTBF consacré justement à cette exposition. Regardez. Le baiser de l'hôtel de ville, un cliché devenu mythique, réalisé par Robert Doisneau en 1950 pour le magazine Life. Dans les années 80, la terre entière s'enflamme pour cette photo, pourtant tombée dans l'oubli pendant 30 ans. Tout le monde s'est reconnu dans cette image d'un Paris d'après-guerre, spontané, amoureux, libre. Et c'est devenu effectivement un symbole. Mon père disait « c'est mon Angélus de Millet ». Mais au musée d'Ixelles, l'exposition inédite consacrée à l'un des plus célèbres photographes français veut aussi surprendre. On y découvre ses premières images en couleur, prises aux États-Unis en 1960. C'était très onéreux de travailler en couleur à l'époque où ça a commencé. Et donc, il ne travaillait en couleur que sur commande. Armé de son appareil, Robert Doisneau immortalise de son regard amusé les milliardaires de Palm Springs. Ces personnes qui avaient travaillé toute leur vie pour faire beaucoup d'argent en Amérique se trouvaient et avaient rêvé de maisons fastueuses pour leur retraite, avec piscine, etc. Mais l'âge de la retraite et des rhumatismes était arrivé, ils ne pouvaient que regarder de loin les signes gonflables dans la piscine. Plus de 150 photos retracent le parcours d'un véritable poète de l'image. Doisneau aimait photographier son quotidien, ses voisins, ses concierges, pris parfois sur le vif ou souvent prenant la pause. La plupart du temps, ce n'était pas une vraie mise en scène, c'est-à-dire qu'il remettait des gens dans un contexte dans lequel il les laissait absolument libres d'être comme ils étaient, et à la volée, il prenait une photo. À côté des inconnus, il fixe aussi sur la pellicule de nombreux artistes au gré des commandes, comme Braque, Giacometti ou Picasso. Quand il revenait, il racontait les gens avec qui il avait des rendez-vous ou pas de rendez-vous, ou ce qui lui arrivait. Et il n'était jamais content de son travail. Il vous racontait toujours la photo qu'il avait failli faire, qu'il avait ratée. Voilà. Éternel insatisfait, Robert Doisneau connaîtra un immense succès jusqu'à son décès en 1994, mais ces clichés attendrissants continueront encore longtemps à toucher un large public.
La plupart des photos de Doisneau sont iconiques. Issel, vous y étiez. Cette exposition vous a-t-elle plu, mon cher ami? Alors, en tout cas, elle plaît à beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de monde qui la fréquente et qui la visite. Il y a 3 parties dans cette exposition. Il y a d'abord les photos les plus connues, hein, celles du Paris et de la banlieue. Ça va de 1930 aux années 60. C'est ce milieu populaire. C'est évidemment les photos de l'après-guerre qui sont les plus marquantes. On retrouve une sorte d'insouciance après l'horreur. Et puis alors, il y a des photos d'artistes. Ça vous plairait sûrement. On retrouve Braque, Fernand Léger, Giacometti, Nicolas de Staël, Picasso, évidemment. Ça, c'est une partie très intéressante aussi. Et puis alors, il y a une partie totalement inconnue. Ce sont des photos en couleur qui ont été prises lors d'un voyage, 15 jours, un reportage qui avait été une commande. Ce sont des photos couleurs de Palm Beach en Californie. Alors, la Californie en couleur, ça paraît tellement loin de l'univers de Doisneau. C'est sans doute, moi, la partie qui m'a le plus intéressé parce que c'est celle que je connaissais le moins. Globalement, c'est sans surprise. Il y a une chose que j'ai aimée, c'est que le baiser de l'hôtel de ville, il est présenté dans le fruit noyé. Ouais. On n'a pas essayé de le mettre en avant. C'est tellement l'arbre qui cache la forêt. Il est présenté comme les autres. Il y a un peu plus de monde autour. Hein. C'est comme autour de la Joconde au Louvre. Mais pour le reste, voilà. Doisneau hors notre Doisneau. Michel? Oui et non. Je vais répondre comme un Normand, en l'occurrence. Alors oui, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a une sorte de nostalgie de poésie avec Doisneau dans laquelle on a tous été plus ou moins baignés à un moment ou à un autre. Une atmosphère comme ça un peu mélancolique, nostalgique, qu'il a été capable... Justement, qu'il a été capable de recréer. Alors c'est là où le nom intervient, entre guillemets. Mais en même temps, je lui en veux pas de ça. Mais je vois Doisneau aujourd'hui, parce que je connais un peu l'envers du décor, pour avoir vu des documentaires sur lui, pour avoir lu sur la manière dont il travaillait. Il s'en cache pas, d'ailleurs. Doisneau c'est assumé. Hein. Non, et Doisneau est baiser organisé. Voilà, Doisneau est plus un metteur en scène, finalement, de la photo qu'un photographe de l'instantané. Le baiser, on le sait aujourd'hui, c'est 2 comédiens qu'il a été chercher au cours Florent, avec lesquels il a fait plusieurs baisers partout dans Paris. Parce que, disait-il, à cette époque-là, personne ne s'embrassait dans la rue. Donc moi, je voulais donner cette image-là. Mais en même temps, il a eu l'idée de donner cette image-là. Donc c'est ça le petit coin de génie. Alors évidemment, il l'a pas pris dans l'instantané du mouvement devant l'hôtel de ville tel qu'on peut le voir, mais il l'a créé et il a eu l'intelligence de l'artiste de créer ça. Et il y a beaucoup de photos comme ça, effectivement, qu'il a mis en scène. Il en parle très ouvertement, ou en tout cas ses descendants aussi en parlent. Et alors, ce côté-là peut nous dire « Ah, mais finalement, il a triché » ou nous faire penser qu'il a triché avec la réalité. Puis en même temps, il faut peut-être voir cette réalité comme étant une sorte de petite fiction, d'œuvre d'art en soi qu'il a créée avec son sel, avec sa patte, et puis qui le rend intéressante. Et dans ce sens-là, alors oui, Doisneau, et puis non, comme étant le photographe de l'instantané qui a su capter une atmosphère. C'est son atmosphère à lui, totalement subjective, qu'il a créée ou recréée selon ses intentions. Mais finalement, c'est un peu un travail d'artiste, de reprendre la réalité, de la rendre fictionnelle, ou de lui mettre une empathie, ou de la faire passer par le filtre de Mais c'est le regard des gens enfin, c'est ce regard-là, sur ce cliché-là, qui en a fait justement une sorte de reporter de l'instant et de la poésie, alors qu'en fait, il faisait comme beaucoup d'autres photographes, c'est-à-dire des photos qui étaient, entre guillemets, posées quasiment d'une manière professionnelle. Claudia? Il y a un petit côté caramel mou, mais chez lui. Mais moi, je déteste pas parce que c'est un créateur de rêves, c'est un créateur de merveilleux. Ouais. Et pourquoi pas? Je trouve parfois que le monde est... Bon, vous allez dire, bon, c'est cliché, mais oui, c'est vrai, le monde parfois est cruel. Je trouve que c'est un peu de beauté dans notre univers, dans notre monde, dans notre quotidien. Ça a traversé le temps quand même, Doisneau. C'est sûr, c'est caramel mou. Bon, et après. Moi, je sais qu'il a été présenté, il y a un documentaire qui a été présenté, réalisé par sa petite fille, Le Révolté du Merveilleux, de Clémentine de Rodille. Oui, je l'ai vu. C'était en mai dernier au Québec. On l'a présenté chez nous. Oui. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de photographes de presse au Québec qui m'ont dit avoir été inspirés fortement par Doisneau. Oui, c'est sûr, ils le mettent en scène.
c'est sûr. Eux aussi le font, les photographes qui travaillent de cette manière-là. Mais pourquoi pas? Bon, je veux dire, c'est pas très grave. Faut juste pas que le message que Doisneau ait passé, c'était celui de l'instinct. Non, mais de l'intuition. C'était pas comme ça qu'il travaillait. Bon, alors voilà. Mais moi, c'était pas... Est-ce que c'était mieux avant? Oui, c'est bien. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, des grands portraits, les colombes de Braque, par exemple, pour symboliser la paix. On voit bien que dans cette génération-là, il y avait cette idée-là. On est confronté, tout à l'heure, on parlait de Michel Serres, à une vie qui a été atroce. Pour cette génération-là, de guerre, et au fond, ils ont essayé de réenchanter la vie. Mais c'est un peu la même génération un baiser pour l'un, une colombe pour l'autre. Oui, un pourvoyeur de bonheur, parfois on le présente comme ça, et c'est vrai. Et il le disait lui-même, il était presque intimidé devant les Braque, Picasso, enfin tous ceux qu'il a pris en photo. Il était d'un milieu populaire, Robert Doisneau, et après il se retrouve, donc là, on évoquait Palm Springs. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que en étant française, c'est la surprise, parce que Doisneau, c'est pareil, carte postale, c'est vrai qu'on l'a usé. Oui, non, mais on l'avait partout, c'est omniprésent. Et d'ailleurs, même certains touristes, je pense, ont envie de retrouver à Paris aujourd'hui le Paris de Doisneau, sauf que, bon, malheureusement ou heureusement, il n'existe plus, puisque voilà, c'est quand même très daté. C'est quand même daté. Vous aurez une place de la Concorde avec Alain, votre voisin. Et alors là, je suis dans le village. Vous embrassez goulûment et pas la Kodak. Moi, je préfère justement tout ce qui est couleur. Moi, j'ai découvert ce Doisneau-là, c'est très acidulé. C'est tout à fait surprenant. C'est vrai que ça ressemble à des tableaux de David Hockney. Exactement. Et c'est super, c'est vraiment incroyable de découvrir cette facette du photographe artiste. Qu'il a essayé un peu de dissimuler, parce que l'exposition explique bien qu'il n'a pas vraiment voulu mettre ses photos couleurs. Parce que c'est une commande. Parce que c'est une commande et qu'il ne s'y retrouvait pas un petit peu. Alors que dans sa description du Paris populaire, vous parlez du milieu populaire dont il est originaire, et j'ai vu ce film aussi, qui est d'ailleurs projeté à l'exposition, je l'avais vu auparavant, on sent vraiment son attachement à ce milieu populaire et il lui donne véritablement ces lettres de noblesse. Il montre cette espèce de fraternité, d'échange simple, de plaisir de la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est un merveilleux hommage à ce milieu populaire que parfois une certaine intelligentsia regarde un peu de haut. Et ça, je trouve qu'on le sent aussi dans ses interviews. C'est un homme simple et il exprime son milieu et il le magnifie. C'était François Morel qui disait dans un bout de documentaire où il est interviewé par Daniel Pénac ayant fait un bouquin avec Doisneau, justement, et Morel expliquait... Il y a une vraie... Enfin, le monde de Pénac, le monde de Malocène, le monde réinventé est un monde très proche de celui de Doisneau. Et Morel avait bossé avec Prévert étant une des deux figures mythiques avec Sandrard qui ont influencé ou qui ont aidé en tout cas Doisneau, et Pénac demandait à Doisneau Non, pas à Doisneau, à Morel, à François Morel, pardon. Pénac demandait à François Morel qu'est-ce qu'il avait attiré, et Morel disait, moi j'avais envie de faire partie de cette famille parce que ces gens étaient extraordinairement, et Prévert et Doisneau en l'occurrence, extraordinairement exigeants au niveau du travail, mais tout à fait simples dans leur approche de la vie, raffinés et simples, avec une distance humoristique. Et il y a ça chez Doisneau, et d'autant plus, il y a presque même un deuxième degré quand on sait un petit peu mieux comment les choses ont été faites. Il y a une sorte de drôlerie aussi. Je pense qu'il devait quand même beaucoup jouer avec l'image qu'il donnait et la façon dont il le faisait. Mais ce qui ajoute peut-être un tout petit peu à la confusion qu'on a pu avoir avec lui, c'est qu'il y a une partie de sa carrière aussi, avant les fameuses photos qui l'ont rendu, on va dire, plus célèbre avec un Paris très poétique. Il a quand même photographié aussi pas mal de petites mains, de petits métiers, et qui là n'était pas véritablement de la mise en scène, ou un tout petit peu peut-être, mais il y avait un côté assez sociologique du reportage véritablement qu'il a fait pendant relativement longtemps, où il dénonçait les conditions de travail à travers la photo ou autre. On peut penser à cette fameuse photo où on voit 5 mains, il n'y en a aucune qui a 5 doigts, il y en a une qui a une prothèse et autre devant des aciéries ou de la sidérurgie dans le nord de la France, je ne sais pas où. Enfin, c'est une photo... Enfin, alors évidemment, celle-là, elle est posée, mais en même temps, il y a un message derrière cette photo qui va bien au-delà d'une quelconque poésie. Et il y a eu aussi ça, il a eu aussi ce côté-là, en tout cas dans une première partie de carrière de Doisneau, qui était extrêmement intéressante et qui est un petit peu, pas en porte-à-faux, mais qui a pu faire croire aussi dans la deuxième partie, lorsqu'il mettait des photos plus posées, qu'on était toujours dans du reportage comme il l'a pu faire au début, alors qu'il l'était moins par la suite. Et il a entretenu aussi... même s'il s'en cachait pas, il a quand même entretenu d'une certaine manière ce mythe. On l'a appris, évidemment, c'était pas caché, mais il fallait un petit peu gratter, il fallait un petit peu interroger, questionner, lire pour s'en rendre compte. Mais il n'empêche que voilà, il y a
Il y a une poésie. En Californie, là, c'était les retraités. Les retraités joyeux, heureux. C'était un reportage sur des golfs, en fait. C'est ça, donc on est à milieu de ce qu'il décrivait. C'est beaucoup plus tard aussi. Il avait déjà fait en France avec des balles, il l'avait fait avec, pour Edmond... Pour Vogue. Il l'avait fait pour Vogue, et on a pu voir l'exposition à Versailles. Et c'est vrai que là aussi, c'était un décalage par rapport à ce qu'on connaissait de Robert Doisneau. Et d'ailleurs, lui, je crois qu'il avait dit, bon, j'ai fait juste le minimum, juste pour m'acheter une voiture. Enfin, avec ses premiers cachets, il s'est acheté une voiture, il était assez heureux de ça, puis après, il s'est reconcentré sur ce qui lui plaisait. Et moi, ce que j'aime bien, notamment c'est ce côté sociologique chez Doisneau, on peut le voir dans la série Palm Springs aussi, puisque c'est toujours... Il y a du Martin Parr un peu, parce qu'il y a de la couleur et parce qu'il y a des contrastes, mais c'est toujours... gentil. Bon, aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'aime pas en France, mais c'est vraiment... Il y a une sorte de bienveillance. Il y a une bienveillance, toujours absolument. Une bienveillance. Il ne se moque jamais. Alors, c'est peut-être ce qu'on lui reproche. Aujourd'hui, on est une société où on aime bien un petit peu que ça n'est pas dans le sarcasme. Jamais. Il y a une anecdote formidable à propos de ça, si on a le temps, je vais encore raconter ça, parce que je crois que ça cerne bien le personnage. Il a fait toute une série de photos sur un berger dans le sud, à une période de sa vie. Et puis, une fois, il va faire son reportage, ça se passe très mal, parce qu'il y a un camion qui rentre dans le troupeau, qui tue les brebis, qui tue des chiens. Enfin, c'est terrible. Et puis, il rentre, il explique ça à Prévert, et Prévert lui dit, tu as pris des photos. Et à ce moment-là, Doisneau dit, ah non, moi j'ai consolé le berger. Ah, c'est bon. Et ça, c'était pas de la mise en scène. Voilà, il bossait comme ça. Il est gentil. 4 février, à Ixelles, en Belgique, donc cette exposition consacrée à Robert Doisneau. Passons avec, justement, vous, Laura, à Robert Doisneau sur les réseaux sociaux. Oui, alors, notamment avec le réseau social Instagram. Alors, c'est vrai qu'on le disait avec Estelle en préparant l'émission, nous, on a été un peu saoulés par toutes ces photos dans notre enfance, parce que le baiser était sur les couvertures des agendas partout. Mais sur Instagram, on retrouve que des détournements de ce fameux baiser avec des street artistes qui sont très inspirés. Donc là, c'est Doisneau, source d'inspiration. Et je vous recommande de taper juste le baiser Doisneau sur Instagram, comme on voit là quelques images. En Italie, au Japon, il y a plein de street artistes qui revisitent ce baiser et ça fait du bien. Donc, regardez. Et vous parliez de la photo couleur, Alain. Vous saviez que Robert Doisneau avait été missionné par la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, à la fin de sa carrière, et qu'il a fait beaucoup de photos couleur. Et c'est ce qu'on retrouve sur Internet, notamment parce qu'il y a une exposition à la BNF qui s'appelle Paysages français, où là aussi, on voit plein de photos de villes nouvelles prises par Doisneau et qu'on retrouve en ligne, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à cette exposition-là, où ce sont des photos notamment de villes nouvelles qu'il avait fait lors de cette mission photographique pour la DATAR. Je me demande d'ailleurs si Depardon n'a pas été missionné dans la génération d'après. Il est aussi dans l'exposition. Voilà, et qu'il n'a pas été missionné par la DATAR pour faire le même type d'inventaire de la société française. Laura, je vous tiens, je vous garde, votre coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Exponaute. Exponaute, c'est un site internet, tout le monde connaît Allociné, ou ces sites qui vous permettent de trouver tout de suite à proximité le film qui vous convient. Et bien là, c'est la même chose pour les expositions. Où que vous soyez en France et dans quelques pays, en Suisse et en Belgique, pas encore au Canada, j'espère que vous avez l'équivalent. Eh bien, ça vous permet de trouver l'expo qui vous convient, si vous y allez en famille, en amoureux ou tout seul, si vous aimez les photos, l'art contemporain, l'art brut, Exponaute. Parfait. Alain. Alors, une exposition en l'honneur de Magritte, dont on commémore le 50e anniversaire de la disparition. Ça s'appelle Magritte Brotars et l'art contemporain. C'est au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et ça montre justement toute une série d'artistes, dont le principal est Brotars, bien sûr, en interaction avec l'œuvre de Magritte. À signaler aussi qu'on a redécouvert une œuvre manquante de Magritte. On l'a cherchée depuis très longtemps. Elle se trouvait tout simplement derrière une œuvre existante parce qu'à une époque où il n'avait pas beaucoup d'argent, eh bien, il devait peindre de nouvelles œuvres sur des anciennes. Voilà, avec les techniques contemporaines, on arrive à retrouver les tableaux derrière les tableaux. Ça a été le cas quand on s'est mis à analyser les Ménines de Velázquez. On s'est rendu compte que fondamentalement, entre deux décisions politiques, il avait changé le sens profond du tableau parce que c'était du vent. Ben oui, parce que c'était un peintre de cour, et pourtant c'est peut-être le plus célèbre peintre du monde. Voilà, Estelle. Alors, 2 coups de cœur, robertdoisneau.com. Je voulais juste le signaler parce que vous pourrez revoir toutes les photographies de Robert Doisneau. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au musée d'Ixelles, bah, c'est une très bonne chose. Et mon coup de cœur est aussi un amoureux de l'art, de l'histoire de l'art, de Velázquez notamment. Il s'agit de Guillaume Peloux, il est artiste collagiste et il revisite des grands portraits, notamment de Velázquez, de Titien, par des collages. C'est minutieux, c'est impressionnant parce qu'il faut vraiment se rapprocher parfois de la toile pour comprendre. Et c'est où ça? Alors on peut admirer ça ici, au toit de la Grande Arche, avec l'exposition Architecture, Architecture. Sinon, allez sur son Facebook, parce que là en plus on
on voit tout le déroulé de son travail. Et il a exposé à Ixelles des portraits du prince Philippe, notamment, ou de l'éphémère impératrice du Mexique. La princesse Charlotte. En effet. Voilà, et voilà, là aussi très minutieux, des portraits avec un minutieux collage. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller sur son Facebook, vous verrez tout. Claudia. Pour un petit goût, un avant-goût de Noël au Canada, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai un album pour vous, c'est Lumière d'hiver de Emily Claire Barlow. C'est une jeune femme originaire de Toronto, donc d'Ontario. Et dans cet album-là, il y a du jazz, du bossa nova. Elle reprend des chansons comme As-tu vu le Père Noël, Combien de Noël, Chanson pour une nuit d'hiver, Janvier, I'll be home for Christmas. Et c'est de toute beauté. C'est magnifique. Il y a une magie, une poésie. Cette femme a une voix phénoménale. Et un Noël jazz, c'est quand même différent. Et je trouve que c'est très, très adapté au goût du jour. Il y a quelque chose de très actuel et d'intemporel en même temps. Voilà, il y a aussi un magnifique album de Stacy Ken dans le même registre. Michel. Mais il faut moins 25 degrés et de la neige qui tombe. Non, moins 25, il n'y a pas de neige. Alors, un CD pour terminer, on le doit à deux sœurs, deux prodiges de la musique classique, Camille et Julie Berthelet, franco-suisses, très jeunes, à 19 et 21, 22 ans. On connaît Camille parce qu'elle avait gagné le télécrochet Prodige sur France 2 quand elle avait 15-16 ans. C'était en 2014. On la connaît aussi parce qu'on l'a peut-être vu dans le Tour du monde de la francophonie. C'était l'une de nos invités à Genève. Un très joli disque, léger, virtuose, du Schubert, du Brahms, du Rachmaninoff. C'est très très joli disque que je vous encourage à écouter. Camille et Julie Berthelet, c'est chez Warner Classics. Merci mille fois. Évidemment, vous pouvez constituer ou rejoindre les colossales files d'attente. C'est totalement inattendu à Paris, où il y a de très nombreuses expositions qui sont consacrées donc aux couturiers. Avenue Marceau, consacrée à Yves Saint-Laurent, c'est impressionnant de voir la queue et les files d'attente dans la rue. Et alors Dior, au Musée des Arts Décoratifs, là aussi, c'est incroyable. Il y a des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Donc c'était inattendu. Et c'est une manière de rendre hommage à ces expositions qui sont aussi l'incarnation de la culture francophone. Merci mille fois. On se retrouve bientôt et on vous embrasse de ce toit de la Grande Arche de la Défense. Ciao!